Chez Funikuli Funikula, le café change le cœur des hommes. À Tokyo se trouve un petit établissement au sujet duquel circulent 1000 légendes. On raconte notamment qu'en y dégustant un délicieux café, on peut retourner dans le passé. Mais ce voyage comporte des règles. Il ne changera pas le présent et dure tant que le café est encore chaud. 4 femmes vont vivre cette singulière expérience et comprendre que le présent importe davantage que le passé et ses regrets. Comme le café, il faut en savourer chaque gorgée. Salut toi! Aujourd'hui on va parler d'un livre d'une douceur surprenante. Premier tome d'une trilogie, Tant que le café est encore chaud, est écrit par Toshikazu Kawaguchi, traduit du japonais par Miyako Slocombe, paru le 29 septembre 2021 aux éditions Albin Michel, et est disponible en brochet, en poche, en livre audio et en e-book. Ce premier tome est cependant l'adaptation de sa pièce de théâtre ayant remporté le grand prix du 10e festival dramatique de Suginami. Si vous êtes intéressé par la trilogie, vous trouverez le deuxième tome sous le nom Le café du temps retrouvé, paru en 2022, et le troisième sous le nom Le café où vivent les souvenirs, paru en 2023. Comme présenté dans le résumé, le café Funikuli Funikula a une particularité. Si l'on est assez motivé pour en suivre les règles très précises et que l'on garde en tête que rien ne changera le présent, il peut nous permettre le temps d'un café de retourner dans le passé. Ce roman de 240 pages fait preuve d'une douceur surprenante. Pourquoi surprenante ? Parce qu'au fil des expériences décrites au cours du roman, le sérieux de ces dernières vont crescendo. On commence la lecture sur un épisode léger qui pourra parler à nombre de lecteurs, mais léger tout de même. Je me suis plusieurs fois retrouvée à commenter lors de cet épisode à quel point les réactions et actions étaient irréfléchies, ce qui m'embêtait un peu. Et pourtant, dans cet épisode précis, le fait d'être aussi irréfléchi ne pouvait être que logique. On enchaîne donc les 4 expériences dans un laps de temps lui-même très court, avec au centre des personnages qui reviennent d'histoire en histoire, nous permettant ainsi d'apprendre à les connaître et de nous y attacher. Pour vous donner une meilleure idée, je vais m'appuyer sur la seconde partie du résumé du livre. Je cite: vendu à plus d'1 million d'exemplaires au Japon, traduit dans plus de 30 pays, le roman de Toshikazu Kawaguchi a touché les lecteurs du monde entier. Ce délicat roman introspectif est aussi une belle réflexion sur le temps qui passe, et il s'en dégage une douce philosophie qui nous incite à vivre pleinement le présent. Ce roman est sorti au Japon en 2015 où il se vendra donc à plus d'1 million d'exemplaires. Cette popularité lui permettra d'être adapté en film en 2018 sous le nom Café Funikuli Funikula, puis d'être adapté en série télévisée suite à l'acquisition de ses droits par SK Global et The Jackal Group. Suite à cette annonce, l'auteur déclare dans un article publié le 26 octobre 2021 chez Deadline, je cite: « Bien que l'histoire prenne place au Japon, les thèmes que j'ai explorés dans ce roman sont universels. L'amour, perte de proches, amitié, regret et rédemption. » L'article nous dévoile que ce projet réunirait Berman et Ross, qui avaient déjà travaillé ensemble à Sandalart TV, où ils ont développé Buffy contre les vampires. Berman avait ensuite mené Ross jusqu'à la Fox. De leur côté, The Jackal Group se sont mis en partenariat avec Sunmark Publishing à Tokyo, qui avait participé au succès de la série non scriptée Tidying Up with Marie Kondo sur Netflix. SK Global ont eux aussi produit des séries Netflix dont Daily Crime ayant reçu un Emmy Award. Je n'ai pas trouvé plus d'informations, le projet étant défini comme en développement sur IMDb, mais je suis bien curieuse de voir ça. De son côté, l'auteur, né en 1971 à Osaka, dramaturge et producteur dirigeant du groupe théâtral Sonic Snail, nous livre sur son site internet que ce qui l'avait motivé à écrire cette pièce était sa mère et la force dont elle a fait preuve tout au long de sa vie. Kawaguchi ne réalisa cette force qu'une fois adulte. Il perdit son père en primaire alors que ce dernier n'avait que 38 ans. Sa mère passa alors les funérailles et le reste de sa vie, le sourire aux lèvres alors qu'elle élevait ses enfants. Une fois adulte, il se rendit compte qu'en agissant ainsi, elle les avait protégés et qu'elle avait dû penser la même chose qu'il avait fini par se dire: s'ils en pleuraient, le plus triste dans l'histoire aurait été leur père. Il a donc voulu exprimer les sentiments de sa mère et cette force humaine au travers d'une œuvre d'art, sa pièce de théâtre. Il précise ensuite, je cite: « Beaucoup de choses arrivent dans la vie. Cependant, j'ai écrit ceci parce que je voulais transmettre le message selon lequel, même lorsque les temps sont durs, les gens peuvent acquérir la force de les surmonter. » C'est selon moi ce qui montre toute la douceur de ce roman, de cette œuvre. Les sujets abordés sont lourds de sens, on les a ou les vivra tous un jour, et on se retrouve dans les personnages. Mais la narration est faite de telle sorte à ce que tout soit assez léger, bienveillant, presque maternel. Et je comprends alors bien mieux pourquoi cette lecture a suscité en moi un tel sentiment de douceur et d'amour, malgré toutes les larmes que j'ai pu verser. Maintenant qu'on a une meilleure idée du roman et de son contexte, est-ce qu'on ne se pencherait pas sur les différents avis lecteurs ? Allez, c'est parti. Comme d'habitude, on va se pencher sur des avis positifs et négatifs, mais commençons par les avis négatifs. Sur Sens Critique, ils sont au nombre de 2. Voyons-les.
Tout d'abord, Lou Knox écrit je suis un brin emmerdé, Minou. Tu vois, il y a tous les ingrédients pour que ce livre suscite une petite curiosité. Des voyages dans le temps, un café, l'histoire de 4 femmes qui vont profiter de cet instant un peu magique, une très jolie couverture. Et je suis pas née de la dernière averse non plus, hein. Je savais que c'était un petit roman feel good, un peu dans le même esprit Kito Ogawa quand j'avais lu La papeterie de Tsubaki, que je recommande les doigts dans le nez, les yeux fermés aussi, t'inquiète. Mais pétard, là, waouh, je me suis pris un gros splash d'ennui et de mièvrerie. Je suis quand même allée jusqu'au bout parce que je me suis malgré tout attachée au personnage. Le pire, c'est que je me suis dit que si ce livre était adapté, il y a moyen que je verse un peu de flotte sur ma joue sans m'en rendre compte. Non, sans déconner, pour moi, ça valait pas vraiment le coup. Le propos est décevant, le côté voyage dans le temps est tellement bourré de contraintes que ça te gâche quasiment tout le plaisir de t'évader. Et merde, au secours les clichés, sérieusement. Alors Kanso nous dit de son côté, je cite, « Je n'étais pas très emballée par ce livre, principalement à cause de sa couverture. Idiot me direz-vous, mais c'est le genre de détail auquel je suis sensible. Bon, j'ai attaqué le roman et j'ai tout de suite été dérangée par l'ambiance qui se dégage du café. Pour une raison que j'ignore, il m'a mis mal à l'aise. En sous-sol, sans fenêtre, décoration vieillotte, j'ai pas réussi à accrocher. Le tout est plutôt bien écrit, mais le scénario peine un peu à trouver une véritable consistance. Les personnages peuvent revenir dans le passé, certes, mais au prix d'une multitude de règles farfelues dans lesquelles l'auteur lui-même semble s'être perdu. J'ai un peu repris d'intérêt pour l'histoire à partir de la deuxième moitié du roman. C'était cousu de fil blanc et parfois un peu maladroit, mais le rythme reprend un peu de dynamisme. Et pour finir, j'aurais aimé que le mystère qui entoure la femme en blanc soit levé. Quelle frustration de rester sur sa fin. Un roman moyen qui ne me laissera pas un souvenir mémorable. Du côté de Babelio, on retrouve Christophe Bégy qui écrit « L'idée de départ est séduisante. Je suis pour ma part un grand amateur des récits de voyage dans le temps, mais il faut bien avouer que la première règle qui écarte tous les paradoxes temporels élimine du même coup tout ce qui en fait généralement le sel. De fait, le récit est d'une grande platitude, qu'est-ce qu'on s'ennuie? On a l'impression que l'auteur est parti d'idées simplistes et a procédé à beaucoup de remplissages totalement superflus pour en faire un livre. Et ces incessantes répétitions sont exaspérantes. L'auteur répète tout simplement ce qu'il a déjà dit plusieurs fois, pour être sûr que le lecteur demeuré ait bien compris. Pourtant, Dieu sait que son récit n'a rien de complexe. Veut-on parler du style? Je ne pense pas que ce soit dû à la traduction, mais on est là dans la nullité la plus complète. Je lis ici et là que c'est un récit feel good, comme le titre stupide le laisse penser. Si c'est le cas, c'est la première fois que j'en lis. D'une part, ça ne me donne pas vraiment envie d'en lire d'autres, et d'autre part, ça ne m'a pas du tout fait me sentir bien. Je ne me sens pas bien de lire un mauvais livre. Et puis, on note l'omniprésence des femmes dans le récit, et il semble bien qu'il y ait là-dessous un dictat marketing, puisqu'à n'en pas douter, les lectrices constituent le cœur de cible de cet ouvrage, où il n'y a pas grand-chose à sauver. Pour moi, ce n'est pas bon, malgré la lecture agréable en version audio. Mumibok déclare de son côté, je cite, « Voilà une fois de plus le genre de roman que je n'aurais jamais lu s'il ne m'avait été proposé par le comité de lecture des bibliothèques de ma commune, car rien que le titre me laissait à penser qu'il faisait partie des romans feel-good que j'évite soigneusement, et un œil rapidement jeté sur la 4e de couverture me l'a confirmé. J'ai reculé au maximum le moment de le lire, mais je suis consciencieuse et me suis lancée dans l'aventure en essayant de rester neutre et sans a priori. Je ne l'ai pas abandonné car j'avais une mission à accomplir, mais que j'ai peiné. On comprend effectivement assez vite que les 4 histoires vont nous conduire sur 4 récits qui ont pour but de faire vibrer la corde sensible des lecteurs. Qu'il y aura ce qu'il faut d'émotion et de positivisme que l'on est habitué à trouver dans ce type d'ouvrage, et contre cela, je n'ai rien à reprocher car il y a un public friand de cet univers, et ce qui est important, c'est le plaisir de la lecture. Mais dès les premières pages, j'ai été très gênée par l'écriture. J'ai vérifié, l'auteur est un dramaturge japonais, et je ne sais à qui attribuer le style de la narration, l'auteur lui-même ou la traduction. Aucune recherche de fluidité, de poésie, de construction de phrases, éléments que l'on est habitué à trouver dans la littérature asiatique. Ce sont des mots alignés les uns aux autres, mis bout à bout, la répétition des éléments X fois, etc. Heureusement, à partir de la moitié du livre, ça s'améliore un peu. Il fallait peut-être un peu d'échauffement. Et les portraits prennent le pas sur l'écriture, mais malheureusement sans grande surprise. La multitude de détails inutiles qui rompent le récit et donnent encore une fois l'impression de vouloir combler le vide est bien présent. Bien entendu, tous ces voyages dans le passé
son prétexte à tirer une morale philosophique, on juge ou porte un jugement sans avoir tous les éléments, en se fiant aux apparences, et que finalement, un voyage dans le passé ne change rien au présent mais permet de mieux le vivre. Bon, oui, je sais, je ne suis pas une amatrice de ce type d'histoire destinée à sortir de son quotidien, pas toujours drôle, mais au moins qu'on y mette de l'originalité, du style, du dépaysement, et quand je lis qu'1 million d'exemplaires a été vendu au Japon et qu'il a été traduit dans 30 pays, alors tentez l'expérience si le cœur vous en dit. Le voyage dans le passé pouvait être une idée originale, mais là elle m'a laissé sur terre, atterrée et confortée que désormais je ne prendrai plus ce type de roman, même pour le comité de lecture, car je ne me sens pas apte à les juger et il y a des personnes dans le groupe beaucoup plus adeptes, je leur laisse. Pour ma part, bof bof, mais ce n'est que mon humble ressenti. Torpedo écrit, je cite, « L'expérience fut malheureusement assez décevante alors que l'idée de départ semblait séduisante. L'auteur répète très régulièrement ces fameuses règles, certains événements de la vie des personnages ou la présence des 3 horloges, à croire au choix que les 4 histoires qui composent ce roman ont été publiées à l'origine en feuilleton ou que les lecteurs ont la mémoire courte. Il insiste également beaucoup sur les tenues vestimentaires. Nous savons en permanence comment sont vêtus les différents protagonistes, cela se transforme en véritable défilé de mode. L'histoire n'apporte strictement rien. Je n'ose même pas penser à une quelconque morale qui serait à chercher au ras des pâquerettes. Le texte est plat, le style indigent. Bref, c'est une lecture idéale si vous avez envie de vous ennuyer pendant environ 2 heures. Enfin, Philippe Spiteri déclare, je cite, « Depuis peu de temps, je m'intéresse à la littérature japonaise et j'ai été ravi par plusieurs lectures très poétiques et qui font du bien. J'ai ainsi découvert la voix de Philippe Spiteri, qui a, je trouve, une maîtrise excellente des noms japonais. Il a même réussi à rendre presque captivante une histoire qui ne m'a pas suscité beaucoup d'intérêt, bien que le sujet le laissa penser. Le résumé parle de 4 femmes qui en ont fait l'expérience, mais étrangement, je ne me souviens que de 3 histoires. Oups. Le seul homme présent est le propriétaire du café, je ne sais pas comment il faut le prendre, ou si un message se profile derrière ce fait, mais je pense qu'il n'y aurait pas que la jante féminine à vouloir revivre un instant, sachant que cela ne changera rien au présent. L'avantage du livre audio, c'est que l'effort est fait par le narrateur et que même si l'intérêt n'est pas extraordinaire, la voix est plaisante. Ça se laisse dérouler jusqu'à la fin, sinon je crois que j'aurais arrêté bien avant, le récit étant très polissé. Pour finir, MP aime lire écrit, je cite, « C'est extrêmement rare pour ma part qu'un roman court me paraisse si long. Aucun soubresaut du côté émotionnel, si ce n'est de l'agacement quant à l'aspect répétitif des descriptions, entre autres de l'estimane, et des règles contraignantes à respecter pour retourner dans le passé. Certaines nouvelles peuvent être jugées attendrissantes, mais elles m'ont laissé de marbre à l'aune du style narratif assez plat. C'est mon ressenti et loin de moi de vouloir juger le roman, d'autant qu'il n'a pas besoin de moi et de mon humble avis pour séduire des milliers de lecteurs à travers le monde. C'est tout simplement qu'il n'était pas écrit pour moi. Cela ne m'empêchera pas de continuer à découvrir la littérature nippone qui m'a beaucoup séduite jusqu'à présent. Cette lecture est, je l'espère, l'exception qui confirme la règle. Alors, ce qui a l'air de beaucoup revenir dans ces avis négatifs sont la lenteur, la répétition et le fait que ça ressemble à des nouvelles qui avaient été écrites de base pour être publiées séparément. Je me demande donc si les personnes qui ont écrit cet avis et qui ont lu le livre étaient au courant sur le fait que cet écrit est de base une pièce de théâtre. Effectivement, adapter une pièce de théâtre en roman sans trop y changer l'histoire et le contenu, ça impose un certain style de lecture qui sera peut-être un peu plus lent et un peu plus descriptif qu'un roman. Effectivement, quand on sait que c'était d'abord une pièce de théâtre, tout le style du roman fait beaucoup plus sens, et bien que moi ça ne m'ait jamais dérangé pendant ma lecture, je l'ai beaucoup mieux compris. Mais balançons un peu tout ça avec des avis positifs disponibles sur Sens Critique. Commençons donc avec Electron, qui nous dit « Les amateurs de culture japonaise s'amuseront de trouver une sorte d'écho avec La Cantine de minuit, série manga qui a connu le succès au Japon, alors que Tant que le café est encore chaud nous arrive également précédé d'un beau succès populaire dans son pays. Les 2 cas qui font l'objet de 2 premiers chapitres ne présentent qu'un intérêt relatif. Ils permettent néanmoins de faire sentir l'ambiance dans le café et aussi de faire la connaissance avec ses employés ainsi qu'avec les clients qu'on y voit régulièrement. Surtout, on se familiarise avec les règles assez précises concernant le voyage dans le temps. On fait ainsi la connaissance du propriétaire du Funikuli Funikola, de sa femme, Kei, et de Kazu, leur employée, celle qui sert les tasses de café, ainsi que la femme en blanc et d'une habituée. Après les 2 premiers chapitres, le suivant fait monter l'émotion d'un cran, puisque désormais il est question de personnages dont la vie est profondément bouleversée. Enfin,
Le 4e et dernier chapitre fait intervenir Kei dans une situation inattendue qui la verra expérimenter le voyage dans le futur. Toshikazu Kawaguchi exploite donc plutôt bien son idée de base, même si les règles du voyage dans le temps ne sont pas aussi strictes qu'elles devraient pour ne rien bousculer de l'ordre des choses. Nous ne sommes pas dans un roman de science-fiction classique, mais dans de la littérature contemporaine destinée avant tout à procurer des émotions en surprenant. La lecture est d'ailleurs très facile car le roman est peu épais, comporte relativement peu de personnages, 4 chapitres pour 4 situations qui s'enchaînent et pas mal de dialogues. Ne pas en attendre une réflexion philosophique poussée, mais plutôt un bon moment qui va crescendo dans l'émotion. Alors j'aime bien commencer cette section par ce commentaire précis car il pose parfaitement les bases du livre et de son effet sur les lecteurs de mon point de vue. Mais continuons donc avec l'avis d'Yves Montmartin qui nous dit « Un curieux roman qui se présente comme un conte dont la morale pourrait être « on ne peut pas changer les événements passés, mais on peut changer son cœur ». Un huis clos porté par une écriture simple et légère où chaque personnage va se rendre compte de l'importance du moment présent. Chacun se croise dans ce tout petit endroit, l'occasion pour le lecteur d'appréhender un peu la culture nippone d'aujourd'hui, moderne mais toujours aussi raffinée. 4 chapitres, 4 vies différentes. Et pourtant, tout se mêle au rythme du ding-dong qui retentit chaque fois qu'une personne pousse la porte du minuscule café. Il y a beaucoup de pudeur et de sensibilité dans ce roman très original. Les paravers de Milina expliquent, je cite, « Si le café, en plus d'avoir une bonne odeur, un arôme riche, qu'on aime ou pas, avait un pouvoir, c'est une idée assez jolie et bien exploitée. Tout y est, le pouvoir en lui-même, ses conditions d'utilisation, ses avantages et ses limites. » Pendant qu'Aelurus nous dit « La douceur, voilà le maître mot de cette histoire. J'ai beaucoup aimé plonger dans cet univers empreint de douceur et de simplicité qui permet de découvrir des histoires touchantes, émouvantes, bouleversantes. Mais surtout, ça marche. Et oui, on peut voyager dans le temps grâce à un café et apprécier son voyage. On peut revoir des êtres chers, revivre des moments de notre vie et en revenir meilleur. C'est une lecture douce, tranquille, mais que je n'ai pas pu lâcher. Il s'agit ici de mon premier auteur japonais et je pense bien ne pas m'arrêter en si bon chemin. La narration est parfaite, avec un rythme adapté. C. For Carlita nous donne son avis de libraire. Je cite. « La littérature japonaise, par le peu de titres que j'ai pu lire, m'a toujours réservé de grands voyages ou de grands portraits parsemés de poésie. Une fois n'est pas coutume, ici encore le récit a réveillé en moi une nostalgie et un attachement particulier pour des personnages qui n'ont hélas pas grand-chose à proposer. Ce que nous savons d'eux, nous y avons accès uniquement par leurs souvenirs, leur propre nostalgie et leur incontestable envie de se remémorer, de revivre ou de découvrir. Sectionnée en 4 chapitres, la lecture est simple, accessible, limite parfois un peu trop l'imagination, mais reste globalement très rapide. J'ai personnellement choisi d'établir ma lecture en épisodes, étendus sur 4 séances. Un chapitre égale une session de lecture, comme pour implicitement donner la juste importance qu'elle mérite à chaque personnage. C'est dans l'ensemble un bon roman, un beau récit qui aurait mérité d'être un peu plus détaillé ou plus profond. Je regrette simplement les portraits un peu trop énigmatiques de certains personnages lorsque d'autres sont vraiment plats et futiles et que l'imagination est un peu retenue par le cadre fixe imposé par l'auteur. Néanmoins, c'est une belle découverte que je recommande vivement, même s'il n'est pas aussi réconfortant qu'un bon café bien chaud. Speclizer, de son côté, écrit sur Sens Critique, « Ce que j'ai bien aimé dans le dispositif de l'auteur, c'est de choisir de prolonger l'action d'une histoire dans une autre. Ainsi, le lecteur voit évoluer Nagare, Kei, Kazu avec ses habitués. Même si le cadre d'une histoire est bien défini, toutes ces individualités évoluent et y jouent un rôle, ce qui induit que, tant que le café est encore chaud, ne se fiche jamais et propose des moments dramatiques changeants et parfois inattendus. Au-delà du moment fantastique du voyage temporel via le mocha, toutes les préoccupations des personnages du livre sont bien humaines. Et c'est cette frontière ténue entre le réel et les possibilités du temps qui est très bien orchestrée par Toshiko Kawaguchi. Je conseille le livre aux lecteurs aimant l'état d'esprit asiatique où rien n'est acquis d'avance et où il faut apprendre d'une histoire, d'une expérience de vie. Pour ma part, j'ai trouvé la proposition originale et la façon de mener la narration est remarquable. J'ai seulement regretté que la dernière histoire se finisse plutôt brusquement et que vous sortiez de l'histoire sur un paragraphe un peu succinct. Et encore une fois, je me demande si, au moment où la majorité de ces retours ont été écrits, si les lecteurs étaient au courant que c'était le premier de 3 tomes, et si, ne serait-ce que le 2e tome, était déjà sorti en traduction française ou pas.
Pour ce qui est de mon avis, je l'ai déjà dit, mais j'ai adoré cette lecture. J'ai encore du mal à comprendre entièrement la douceur de ce roman malgré les thèmes abordés, et en ça, mon expérience a été complètement différente de celle des avis négatifs abordés précédemment. J'ai toujours adoré la culture et la littérature asiatique, et je rentre certainement parfaitement dans la case des lecteurs cibles de ce genre d'écrit. Peut-être que la lecture audible a fluidifié l'avancée plus qu'une lecture traditionnelle, mais il n'y aura rien à ajouter de plus. La bienveillance, le calme et la douceur de la narration ont parfaitement parlé à la lectrice que je suis et à ma sensibilité débordante. Je suis d'ailleurs bien contente d'avoir majoritairement pu écouter ce tome chez moi, à l'abri des regards. Ça m'a permis de vivre pleinement mon expérience sans me soucier des larmes qui finissaient par rouler sur mes joues. Au final, je me suis plus attachée aux personnages que je ne l'aurais pensé, et tout ce que je voulais était de rentrer dans les livres, commander un café à leur côté et leur offrir un bon gros câlin bien doux. J'ai donc bien hâte de pouvoir lire les tomes suivants, et, comme toujours, et bien que si vous n'appréciez pas vraiment les lectures feel good, ce livre ne fera peut-être pas mouche, je ne peux que vous conseiller cette lecture assez rapide pour vous en faire votre propre avis. Si vous choisissez de le lire, ou l'avez déjà lu, donnez-moi votre retour de lecture en commentaire, les avis que j'ai pu trouver m'ont pas mal intéressé, donc je suis bien curieuse de connaître les vôtres. Finissons donc sur les mots de l'auteur lors de son interview disponible sur son site, à bon entendeur. Soyez vous-même, pardonnez-vous d'être qui vous êtes, même si vous n'y êtes pas doué. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo, prenez soin de vous.